bienvenue. Je suis Philippe Garric. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé des jeux psychologiques. Je vous ai donné des exemples de jeux psychologiques, je vous ai donné les critères d'un jeu psychologique. Ce que je vous propose, c'est que nous voyons maintenant quels sont les rôles que nous tenons dans les jeux psychologiques. Ces rôles, vous pouvez les retrouver dans un dessin, mais aussi un concept qui s'appelle le triangle de Karpman, qui s'appelle aussi le triangle dramatique. Pourquoi dramatique ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans ce triangle-là, quel que soit le rôle que vous allez avoir, vous entretenez le système, vous entretenez ces jeux psychologiques, vous contribuez à ces situations. Je le dis parce que vous allez voir que quand je vais vous les décrire, certains rôles semblent plus attirants que d'autres. Et du coup, nous pourrions avoir envie de tenir ces rôles-là en pensant que c'est une bonne chose. Retenez que quel que soit le rôle que vous ayez dans ce triangle dramatique, vous contribuez à ces jeux psychologiques. C'est-à-dire que vous contribuez à ce que bien souvent nous dénonçons dans notre vie, ce que nous voulons éviter dans notre vie. Avant de vous parler des rôles, je souhaite aussi insister sur le fait que ce sont des rôles, en aucun cas des identités. Nous ne sommes pas ça. Je dirais que ce sont plutôt des costumes que nous allons porter. Et à la manière d'Arturo Brachetti, nous sommes capables très rapidement de passer d'un costume à un autre. Mais ce ne sont que des costumes, pas des identités. D'ailleurs, lorsque je vais vous les présenter, vous les expliquer, vous allez vous rendre compte que nous tous, plusieurs fois dans notre vie, nous allons passer par ces différents rôles. Donc, nous n'avons pas intérêt à en juger un et en pensant que l'autre est mieux, parce que de toute manière, nous allons passer par tous ces rôles-là. Puisque nous parlons de triangle dramatique, ça veut dire qu'il y a 3 rôles, puisqu'il y a 3 points dans un triangle. Les 3 rôles sont sauveur, victime, persécuteur. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous décrire ces rôles-là, et dans la prochaine, nous verrons comment sortir de tout ça. Comment reconnaître la victime ? La victime, elle se fait avoir. Elle se plaint, elle râle. Je dis souvent qu'il y a, pour caricaturer bien évidemment, 2 types de victimes. Il y a la victime petit poussin noir à coquille blanche. Vous voyez, Calimero, c'est vraiment trop horrible ce qui m'arrive. Pour moi, il y a une autre forme de victime que nous percevons parfois moins comme une victime, et pourtant qui en est une au sens des jeux psychologiques. C'est la victime que j'appelle victime point levé. Celle qui râle. Si Hollande n'était pas président, mais avant il disait si Sarkozy n'était pas président, si mon manager n'était pas comme il était, si mon conjoint était autrement, si j'avais eu la chance de je ne sais pas quoi, alors je serais heureux dans ma vie aujourd'hui. Dans les 2 cas, ce sont des victimes, puisque dans les 2 cas, ils sont heureux ou malheureux par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres font. C'est comme s'ils n'étaient pas responsables de leur propre bonheur ou de leur propre malheur. La victime, c'est aussi le rôle que nous allons prendre quand nous cherchons des excuses. Pour expliquer que nous n'avons pas su faire telle chose, que nous ne sommes pas à la hauteur, que voilà, la victime, elle met de l'énergie à chercher des excuses. En fait, la victime est reconnue ou pense qu'elle est reconnue pour les difficultés qu'elle traverse. C'est aussi pour cette raison-là qu'il faut comprendre que parfois quelqu'un qui est dans une difficulté n'est pas forcément demandeur d'en sortir. C'est lié à une sorte de croyance que nous pouvons avoir, et que je trouve très répandue, qui est que les gens heureux n'ont pas d'histoire. De quoi les gens parlent le plus souvent ? Quels sont les sujets sur lesquels ils échangent le plus ? Ce qui ne va pas. La crise, leurs problèmes. C'est assez rare que des personnes parlent très longtemps ou très souvent de ce qui va bien. Du coup, si dans ma vie tout va bien, de quoi est-ce que je vais parler ? Donc j'ai un intérêt à maintenir dans ma vie des choses qui ne vont pas. Du coup, inconsciemment, à les entretenir ou à les attirer. Quand nous prenons notre rôle de victime, nous sommes
en lien avec une ignorance. Nous ignorons que nous sommes respectables, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous vivons que nous n'avons pas à vivre. Et nous ignorons une chose pour moi encore plus importante, c'est que nous avons en nous 10 à 100 fois plus de ressources que ce dont nous avons besoin pour faire ce que nous avons à faire. Quand un thérapeute accompagne une personne, il ne lui invente pas des ressources, il ne lui greffe pas un bras de plus, une barrette de mémoire supplémentaire. De mon point de vue, l'accompagnant aide simplement l'autre à prendre conscience que la ressource est là. Mais il ne le sait pas. C'est comme si vous avez une voiture dans votre garage, mais que vous ne savez pas qu'elle y est et que vous n'allez jamais dans le garage, et ben, vous allez fonctionner comme si vous n'aviez pas de voiture et vous plaindre que c'est fatigant d'aller en ville à pied. Mais la ressource est là. Ben, pour notre vie, c'est la même chose. Nous avons en nous les ressources, simplement parfois nous ignorons que nous les avons. Il y a une métaphore qui est plutôt en fait une interview que j'avais entendue il y a quelques années. C'est un dompteur de tigres qui répondait aux questions d'un journaliste et le journaliste commence à le questionner sur la dangerosité des tigres et le dresseur confirme qu'effectivement, si le tigre le voulait, d'un coup de patte, il pourrait lui enlever la tête. Alors le journaliste lui demande mais pourquoi est-ce que le tigre ne le fait pas? Et le dompteur lui répond parce que moi je le sais, mais lui non. Dans la posture de victime, nous sommes dans cette attitude-là. Parfois les autres le savent, nous disent que nous avons ces ressources-là, mais nous-mêmes, nous n'en avons pas conscience. Le persécuteur, c'est le rôle que nous allons prendre, c'est le costume que nous allons endosser quand par exemple nous allons commencer à critiquer quelqu'un, à juger, à faire du mal. Nous agissons comme si nous considérions, alors bien souvent, une fois inconsciemment, que nous détenons la vérité sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Nous allons endosser ce rôle de persécuteur lorsque nous voulons exister au travers de notre capacité à respecter des règles et à faire respecter des règles. C'est des choses que vous pouvez entendre lorsque, pas nous évidemment, hein, mais d'autres gens, vont dire on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. On fait comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas te coucher maintenant parce que je suis ton père. Vous faites ce que je vous demande parce que c'est moi le patron. Oui, je n'avais pas besoin de légitimer. Moi, je sais ce qu'il faut faire, donc je vous demande de le faire. Parfois même, je vais m'autoriser à vous critiquer d'une manière très véhémente, violente, parce que je suis vraiment dans cette croyance que je détiens cette vérité-là. Quand nous allons endosser ce rôle de persécuteur, ce que nous ignorons dans l'instant, c'est qu'il n'existe pas une norme, ou une morale, ou une éthique. Elle peut prendre des formes très différentes. Si on regarde les différentes personnes qui nous entourent, ils voient le monde différemment de nous. Quand nous regardons différentes cultures, des choses qui seraient impensables chez nous sont tout à fait acceptables chez eux. Donc ça montre bien qu'il n'existe pas une norme, même si ça nous rassurait peut-être qu'il n'y ait qu'une norme, mais il y a plein de normes. Et je dirais que l'idée, c'est peut-être plutôt de trouver la nôtre et de vérifier qu'elle nous correspond. J'ai coutume de dire que les principes sont de la pensée morte. Alors je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas avoir de principes. Je dis juste que parfois, les principes qui sont les nôtres sont nés à un moment de notre histoire où ils avaient du sens. Ils sont nés à un moment de l'histoire de quelqu'un d'autre, nos parents, nos grands-parents. Et nous les appliquons encore aujourd'hui comme s'ils avaient valeur de loi, alors que l'environnement a changé. Je trouve qu'il y a une histoire qui traduit bien ça, c'est une histoire que je raconte parfois en formation, qui est l'histoire du gigot coupé en deux. L'histoire, c'est une petite fille qui voit sa maman préparer le gigot du dimanche et qui lui dit « Maman, pourquoi est-ce que tu coupes le gigot en deux ?»
Et sa mère de lui répondre, bah, c'est comme ça, il faut couper le gigot en deux, c'est la recette, j'ai toujours fait comme ça. Et comme ça n'a pas l'air de convaincre sa fille, elle lui dit, écoute, la recette vient de ma mère, donc va lui poser la question. Et la petite fille va voir sa grand-mère et elle lui dit, grand-mère, pourquoi est-ce que tu coupes le gigot en deux? Et la grand-mère lui dit, bah, il faut couper le gigot en deux, c'est la recette, c'est comme ça qu'on fait. Puis éventuellement, elle s'agace un peu, parce que forcément, les anciens, ça sait, les nouveaux, ça ne sait pas. Et comme ça n'a toujours pas l'air de convaincre sa petite fille, elle lui dit, écoute, la recette vient de ma mère, donc va lui poser la question. Et la petite fille va voir son arrière-grand-mère, elle lui dit, mamie, pourquoi est-ce qu'on coupe le gigot en deux? Et mamie de répondre, tu sais, de mon temps, les fours étaient trop petits et il fallait cuire le gigot en deux fois. Vous voyez, ce principe avait du sens pour l'arrière-grand-mère. Et puis quelqu'un l'a noté dans la recette, comme parfois dans les entreprises, on va le noter dans la procédure, ou pour les parents, on va le mettre dans notre éducation. Et puis l'environnement change, mais la règle reste. Et nous nous retrouvons à appliquer des règles qui ne nous rendent pas la vie plus belle. C'est ce que j'appelle de la pensée morte. Donc l'idée, c'est pas de ne plus avoir de principes, c'est de se poser la question, est-ce que les principes que j'ai aujourd'hui me rendent la vie plus belle? Or, le persécuteur tient à ses principes en oubliant parfois que c'est ses principes qui le tiennent. Le sauveur. Nous allons endosser le rôle de sauveur quand nous allons adopter des comportements comme répondre à des demandes qui ne nous sont pas faites, répondre au-delà des demandes qui nous sont faites, entendre des demandes là où il n'y en a pas, faire à la place de l'autre. Alors, quand l'autre peut faire, hein, bien sûr, quand il n'est pas en capacité de faire, c'est adapté. Nous cherchons, au travers de ce rôle-là, à exister par les services que nous allons rendre à chacun. C'est notre manière d'attirer l'attention, comme si vous l'entendez, le chien là est en train à nouveau d'attirer l'attention par ses aboiements. Ce que nous ignorons quand nous sommes dans notre rôle de sauveur, c'est que quand quelqu'un est confronté à une difficulté, il est confronté à une occasion de grandir. Et que si nous venons trop rapidement proposer notre aide ou faire à la place d'eux, nous allons priver la personne de cet apprentissage-là. Donc parfois elle nous est reconnaissante de ce que nous avons fait pour elle, et en même temps elle ne se rend pas compte qu'elle est toujours aussi dépendante maintenant qu'elle l'était avant notre intervention. L'exemple que je donne parfois, qui j'espère est un exemple caricatural, ça serait par exemple la maman qui voit son bébé dans le parc, vous voyez, sur sa couche, pas très stable, et qui tend une main vers son jouet, et n'écoutant que son grand cœur de maman, elle vient, elle lui rapproche le jouet. L'enfant grandit et vers 6-7 ans, quand on lui pose des questions, elle répond à sa place. L'enfant grandit encore et devient adolescent. Et quand il commence une phrase, elle les finit, par exemple. Elle fait évidemment bien d'autres choses autour si elle est dans ce rôle de sauveur. Et puis un jour, elle va peut-être faire un commentaire du genre « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant qui ne sait pas se faire cuire un œuf et à passer une chemise ?» C'est peut-être qu'il n'a pas appris parce que j'ai fait à sa place. Je l'ai habitué à ce que quelqu'un vienne dès qu'il a un problème. En entreprise, ce sont les managers qui vont régulièrement faire à la place de leurs collaborateurs. Je trouve ça souvent chez ceux qui ne se sentent pas légitimes d'être managers. Ils ont tendance à faire avec eux, alors que ce n'est pas forcément leur rôle. Et à force de faire à la place du collaborateur, le collaborateur n'apprend toujours pas à développer son autonomie, et il s'étonne de les voir tous aussi dépendants de lui, et il s'étonne lui de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'il a à faire. Bien souvent, c'est le manager qui a tendance à endosser un peu trop ce costume de sauveur. Alors je vous ai présenté les 3 rôles du triangle dramatique. Nous pourrions appeler ça des rôles actifs. Je rajouterai à ce concept-là un 4e rôle qui est un rôle passif. Et ce rôle passif est joué par le public. Le public joue l'effet de caisse de résonance
par rapport à la tension relationnelle qui est en train de se créer entre la victime, le sauveur, le persécuteur. Le public joue un peu l'effet de la guitare par rapport à la corde de guitare. Si vous faites vibrer une guitare dans l'air, il ne se produira aucun son. Faites vibrer la même guitare, pardon, la même corde sur une guitare, et là vous allez obtenir un son beaucoup plus puissant. C'est pour cette raison-là qu'il est préconisé, lorsque nous avons une tension à réguler avec quelqu'un, ou que nous pressentons qu'il pourrait y avoir une tension, de se trouver dans un lieu où nous ne serons ni vus ni entendus de l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut nous voir ou nous entendre, nous allons, nous tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, ne pas nous comporter comme nous le ferions si nous n'étions que deux. Alors j'entends parfois dans les entreprises des gens qui me disent « Oui, mais moi je veux qu'il y ait un témoin. » Parce que quand on est que tous les deux, il me dit des choses qu'il dit ne pas avoir dit après. Et je peux comprendre que vous ayez envie qu'il y ait un témoin, comme vous pourriez avoir envie qu'il y ait un magnétophone. Et ayez juste conscience que, à partir du moment où il y a un tiers présent, votre interlocuteur va garder pour lui des choses qu'il ne dira pas parce qu'il ne veut pas les dire devant cette personne-là. Je repense à une personne qui disait un jour que son mari vraiment était horrible et qu'elle pouvait le démontrer parce qu'elle l'avait enregistré. Et je lui ai répondu que je n'avais pas besoin d'entendre ces enregistrements, je savais pertinemment ce qu'il y avait dessus. Je lui ai dit, il est sûrement horrible et vous êtes merveilleuse. En même temps, ayez conscience que lui ne sait pas qu'il est enregistré, alors que vous, oui. Voilà, ça c'est un rôle important à percevoir, avec cette idée que parfois les gens vont sortir du rôle de public, c'est-à-dire de cet acteur passif, pour venir soutenir et devenir un autre persécuteur, un autre sauveur, une autre victime. Et les jeux psychologiques que je vous ai montrés dans la première vidéo entre deux personnes peuvent se jouer en groupe, dans une équipe, en famille. Voilà, à partir des critères que je vous ai montrés là, je vous invite à repérer dans quel rôle vous êtes le plus souvent. Peut-être par quel rôle vous amorcez ce genre de situation, par quel rôle vous concluez ce genre de situation. Quels sont les rôles que votre entourage a tendance à jouer pour venir vous chercher, que votre entourage soit personnel ou professionnel, pour repérer dans quel rôle vous êtes et les autres sont. Cela nous aidera pour la prochaine vidéo à voir à partir de là comment nous pouvons sortir des jeux psychologiques et si possible éviter d'y rentrer. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, une belle vie, à bientôt, au revoir.